La compensation est une façon de payer. Elle est donc un mode d'extinction de l'obligation. C'est pourquoi elle se retrouve dans le Code civil au chapitre 8e relatif à l'extinction de l'obligation, plus précisément aux articles 1672 à 1682. L'article 1672 prévoit que lorsque deux personnes se trouvent réciproquement débitrices et créancières l'une de l'autre, les dettes auxquelles elles sont tenues s'éteignent par compensation jusqu'à concurrence de la moindre. La compensation est donc l'extinction simultanée de deux obligations de même nature existant entre deux personnes réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre. Il y a extinction de deux dettes réciproques jusqu'à concurrence de la plus faible. Voici un exemple. Vous avez emprunté 1 000 $ à votre père l'an passé. Lors d'un voyage le mois dernier, la carte de crédit de votre père ne fonctionne pas et vous lui avez prêté 300 $. Par l'effet de la compensation, vous ne devez plus 1 000 $ à votre père, mais bien 700 $. Inversement, votre père n'a pas à vous rembourser les 300 $, mais il peut seulement exiger de vous 700 $. Par l'effet de la compensation, il y a eu un double paiement. L'avantage de la compensation est donc de simplifier les paiements. Elle évite ainsi un double transfert de fonds. Votre père n'a pas à vous transférer 300 $ et à votre tour transférer 1 000 $ à votre père. Non, vous devez seulement transférer 700 $ à votre père. Cette simplification minimise les frais bancaires pour les parties. Deuxième avantage, la compensation est un paiement par préférence, c'est-à-dire une garantie. Le créancier d'un débiteur insolvable a intérêt à compenser, puisque sans la compensation, il devrait payer la dette intégralement et par la suite faire une réclamation auprès du syndic de son débiteur insolvable. Grâce à la compensation, le créancier se paie sur sa propre dette par préférence aux autres créanciers du débiteur insolvable. Pour illustrer ce fait, reprenons notre exemple initial. Cette fois, vous avez fait faillite. Si la compensation n'existe pas, le syndic de faillite va réclamer 300 $ à votre père. De son côté, votre père devra présenter une réclamation au syndic. Votre père sera payé une fois que le syndic aura remboursé les créanciers prioritaires et hypothécaires. Dans les faits, votre père ne reverra jamais son argent. Il aura alors perdu 1 000 $. Grâce à la compensation, on s'en souvient, vous ne devez plus que 700 $ à votre père. Votre père minimise ainsi ses pertes. C'est cet aspect de la compensation qui peut faire naître plusieurs litiges, puisque cela peut frustrer les tiers. 5 conditions cumulatives doivent être réunies pour que la compensation puisse s'opérer. Remarquez que les auteurs ne les abordent pas toujours dans le même ordre. Les dettes doivent être réciproques, certaines, liquides, exigibles et fongibles. Regardons à tour de rôle ces conditions. Premièrement, la réciprocité. Les deux obligations doivent exister entre les mêmes personnes. Les personnes doivent être créancières débitrices personnellement et non pas en qualité de mandataire ou de représentant. D'où l'importance de bien identifier l'identité des parties. Est-ce l'actionnaire, la personne morale ou encore les différentes entités juridiques de la compagnie qui a contracté? Deuxième condition, la dette doit être certaine. La dette ne doit pas être contestée. Cela signifie que si elle fait l'objet d'une contestation sérieuse, la compensation ne peut s'opérer. Troisièmement, la dette doit être liquide. Une dette est liquide lorsqu'elle est certaine dans son existence et déterminée dans son montant. Exemple, la créance d'un prix de vente, de location ou de service. Inversement, la créance d'une victime de diffamation n'est pas liquide tant que le montant des dommages-intérêts n'a pas été judiciairement fixé. Quatrième condition, l'exigibilité. Si le débiteur bénéficie d'un terme, si l'obligation est conditionnelle ou naturelle, la compensation ne peut s'opérer. Enfin, est fongible une chose qui n'est déterminée que par une quantité. Les dettes doivent avoir pour objet des choses fongibles entre elles. Le plus souvent, ce sera des sommes d'argent. Cela n'exclut toutefois pas la possibilité d'inclure des biens. Exemple, deux commerçants
ont convenu de se prêter mutuellement des rouleaux de caisse enregistreuses lorsque l'un d'eux n'en a plus et à la fin du mois, ils font le bilan. La condition de fongibilité exclut donc les obligations de faire et de ne pas faire. La compensation est alors uniquement possible à l'égard des obligations de donner, c'est-à-dire celles consistant à transférer un droit de propriété sur un bien ou sur une somme d'argent. Bien que le Code civil ait fait disparaître la notion d'obligation de donner, on constate qu'elle conserve son utilité. Maintenant que nous avons vu les conditions à la compensation, regardons quelques faits empêchant la compensation. Tout d'abord, l'article 1676, alinéa 2, prévoit que la compensation n'a pas lieu si la créance résulte d'un acte fait dans l'intention de nuire ou si la dette a pour objet un bien insaisissable. Il n'y a pas compensation si le créancier initial a spolié son débiteur d'un bien ou d'une somme d'argent. Cet acte ayant été fait dans le but de nuire et sans droit, il devra rembourser la somme ou remettre le bien et ensuite être payé. Deuxième empêchement à la compensation prévu à l'article 1676 alinéa 2, s'il s'agit de biens ou de dettes insaisissables, telles que les sommes déposées en vertu de la loi sur la sécurité du revenu. Autre obstacle à la compensation, l'article 1681 prévoit que la compensation ne peut avoir lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Voici une illustration. Lorsqu'une des parties est en faillite, la compensation n'aura lieu que si les conditions étaient remplies avant la date de la faillite. Enfin, l'article 1672 prévoit qu'on ne peut opposer la compensation à l'État, mais l'inverse est possible. L'article 1673, que nous avons déjà vu, prévoit que la compensation s'opère de plein droit, c'est-à-dire automatiquement, dès que les conditions que nous avons étudiées sont réunies. La compensation est un paiement. Elle éteint donc la dette dans son ensemble, incluant les accessoires tels que les sûretés, à moins que la compensation soit partielle. Les articles 1678 et 1679 prévoient des règles particulières pour la caution et les co-débiteurs solidaires, règles dont vous trouverez les explications dans la doctrine. Quant à l'article 1680, relatif à la cession de créances, nous l'étudierons lorsque nous aborderons ce mécanisme particulier. En conclusion, si vous pratiquez en droit bancaire ou en matière de faillite, la compensation est un mécanisme que vous serez appelé à maîtriser.